Bonjour, c'est toi Bonjour. Julien Aran. Tu travailles sur les insectes, les charançons, si c'est bien ça? Oui, c'est bien moi. Et toi, tu es? Moi, c'est Anna Pastoukov, je suis étudiante en écologie. Je voulais savoir si je pouvais te poser quelques petites questions. Oui, bien sûr, vas-y, rentre. Merci beaucoup. T'étais en train d'identifier un insecte? Ouais, tout à fait. Ah, viens voir, je vais te montrer. Vas-y, prends une chaise, hein. Installe-toi. Merci. Là, j'étais en train d'identifier une bête. C'est un ravageur des cultures, c'est un charançon, tu vois. Il y a pas mal d'espèces dans le groupe. Et toutes celles qu'on voit sur l'ordinateur ici, c'est des espèces différentes? Voilà, c'est des espèces différentes d'un même genre. Petite pause d'un montage. On parle d'espèces, de genres, tout ça, eh bien ça correspond au rang taxonomique. Explication. On parle de rang taxonomique pour décrire une classification hiérarchique du monde vivant. Alors non pas pour dire que les chats sont plus importants que les chiens, par exemple, mais plutôt pour classifier par degré de ressemblance les individus. On définit une espèce comme un ensemble d'individus pouvant se reproduire entre eux et avoir une descendance viable. C'est le cas pour Flictinus calosus par exemple. Plusieurs espèces similaires qui ont des caractéristiques communes sont rassemblées en genres, et là, dans notre cas, c'est le genre Flictinus. Les genres peuvent être regroupés en familles. On remonte comme ça avec l'ordre, la classe, l'embranchement jusqu'au règne qui sépare les animaux des végétaux par exemple. Et donc comment tu fais pour les identifier, pour les reconnaître? Bah là, tu vois mon curseur, par exemple, tu vois la forme des yeux, la couleur des bandes, la taille des antennes, ça va être des critères qu'on va utiliser pour séparer les espèces entre elles. Alors évidemment, là, ça peut paraître simple, mais en fait, quand tu regardes de près, dans une espèce, il y a de la variabilité. Et donc toute la difficulté, ça va être d'être capable de faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la variation dans une espèce et la variation entre plusieurs espèces. Et je vois que tu as pas mal de livres dans ton bureau aussi, tu les utilises pour identifier? Oui, ceux-là, ils sont pas tout jeunes. Bien en fait, ça, c'est des insectes qui ont été décrits il y a plus de 200 ans. Et souvent, il n'y a rien qui a été fait depuis. Et donc du coup, pour identifier les espèces, on utilise de la littérature, ce qu'on appelle la description originale. C'est les collègues d'il y a 200 ans qui ont décrit en latin, en suédois ou en allemand cette espèce. C'est un peu une enquête des fois. Comment tu fais pour les trouver, les livres? Là, nous on a une librairie ici, avec des anciens ouvrages. Sinon on cherche des PDF en ligne. Des fois il faut aller dans un musée à l'autre bout de l'Europe pour chercher le bouquin avec la description originale. Ah ouais, donc c'est toute une expédition. Ah bah oui. Et après, est-ce que toi ça suffit avec juste le livre et l'observation pour les identifier, ou est-ce que tu utilises d'autres outils? Oui, non, ça c'est une bonne question. Ça c'est la première étape, la reconnaissance morphologique, mais des fois on n'y arrive pas parce que les espèces se ressemblent trop. Du coup, on fait appel à la biologie moléculaire. Donc j'ai des collègues qui m'aident. Là j'ai une petite plaque. Voilà, je prends par chaque spécimen une petite patte que je mets dans un tube. Mes collègues séquencent un certain fragment d'ADN, ils me le renvoient, et moi la différence entre les séquences, ça me permet aussi de voir les différences entre espèces. Ok, je comprends. Et après, du coup, une fois que c'est identifié, t'en fais quoi de l'insecte? Alors, une fois qu'il est identifié, on le met en collection, comme là, on fait une collection de références. Comme ça, la prochaine fois qu'on l'identifiera, ça sera plus simple, ça ira plus vite, on pourra comparer avec un spécimen qu'on a déjà. Et du coup, je le prépare, je le monte sur une paillette, comme une collection de papillons classique. Ok. Voilà. Alors, c'est un peu spécial comme technique. Est-ce que tu veux que je te montre comment on fait? Ah bah avec grand plaisir. Ouais. Ok, bah on y va. Allez, je le prends avec moi. Alors, voilà la bête. Là, c'est un petit insecte. Si je plante une aiguille dedans, il ne va rien rester. Ok. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on le monte sur une paillette. Alors, tu vois, une paillette, c'est comme ça. C'est un petit carton de papier. Et en fait, on va coller l'insecte dessus. Après, là, je te dis ça, c'est pour les petits charançons. Hein. Chaque groupe d'insectes a sa technique de montage particulier. Et après, c'est extrêmement simple. Donc, les spécimens, on le prépare, on lui écarte les pattes pour qu'il soit bien étalé. On met une petite goutte de colle au milieu du carton. C'est une colle particulière pour pas que ça abîme l'insecte? Alors, le problème, c'est pas que ça abîme les insectes, c'est plutôt qu'on puisse pas le redécoller derrière. Ce serait ça le problème. Et donc, du coup, là, c'est une colle hydrosoluble. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, je me dis ce serait super intéressant de séquencer ce spécimen plus fort, bah, je peux le décoller et le mettre dans une plaque de séquençage. Et donc là, on attend qu'il sèche? On attend qu'il sèche tranquillement, il y en a pour 10 minutes à peu près. Ok. Sans transition, à la place de nous regarder discuter pendant 10 minutes, je vous laisse avec des images que Julien Aran m'a gentiment données. Ouais, c'est pas mal, je pense. Hein. C'est quand ils sont partis en expédition en Afrique du Sud chercher les Flictinus. Beaucoup plus allongé que les autres, évidemment. Ça, tu vois, typiquement, c'est fou comme il reste accroché. Et alors là, deuxième étape, une fois que c'est collé au niveau du
corps, on étale bien les antennes devant. Faut pas trop que ça dépasse de la carte, sinon on risque de l'abîmer. Tu veux que... Tiens, hop, je vais te montrer. Vas-y, regarde. Merci. Oh, c'est trop bien de voir comme ça. On s'en rend beaucoup mieux compte. T'as vu les petits reflets nacrés là? Oui, on voit tous les petits poils aussi. Voilà, c'est pour se camoufler dans la terre. Ah, j'adore. Quand c'est sur le sol, c'est impossible de le voir. Ah, c'est impressionnant. Voilà, et après, une fois que c'est comme ça, on le met avec l'espaceur, la petite étiquette. C'est tout optimisé. Et oui, et ça part en collection. Donc ça, c'est la boîte qu'on voyait tout à l'heure avec tous les charançons. Tout à fait. Là, c'est que les Flictinus, donc. Ça, c'est que des Flictinus. D'accord. Et la majorité de ça, c'est des espèces nouvelles pour la science. Et donc là, on a identifié les charançons, mais ça sert à quoi concrètement d'identifier les différentes espèces d'insectes? Est-ce qu'il y a un lien avec la gestion de l'environnement, des choses comme ça? Ouais. Oui, tout à fait. En fait, pour faire un parallèle marrant, c'est comme quand tu vas chez le médecin pour savoir si tu as un virus ou une bactérie. En fait, en fonction de l'espèce à laquelle on a affaire, on ne va pas du tout mettre les mesures de protection des cultures ou de protection de l'espèce, dans un cadre de gestion par exemple, enfin de conservation, de la même manière. Mais le plus simple, c'est que je te montre comment ça se passe. On a une salle des collections ici. Okay. Et tu vas voir ce que c'est la biodiversité en vrai. Voilà. Allez, par ici. C'est un peu un trésor qu'on va voir. Ah oui, c'est notre mec d'entomologiste. Hop. Là, on passe dans le sas de décontamination. Ok. C'est la même température à l'intérieur? Tu vas voir. Waouh. Ouf, l'odeur. Ouais. Ça sent les insectes conservés. Ça, c'est toute l'histoire de la recherche agronomique, entomologique en France et sous les tropiques de notre laboratoire. Il y a 1 million de spécimens. Ouais. Ils sont conservés ici. Oh, mais il y a des boîtes super anciennes. Ouais. Ça remonte au 19e siècle, en 1850, 1860. Moi, j'ai de la chance de pouvoir être là alors. Ouais. Voilà. C'est conservé dans des coffrets comme ça, là. Tu vois. Alors ça, c'est les vieux coffrets. Hein. Maintenant, nous, on travaille sur des supports un peu plus modernes, on va dire. Donc, tu vois, charançon, lépidoptère, hein, il y a beaucoup d'espèces, ressemblent tous. Oui. Et par contre, ils ont potentiellement des rôles très différents dans les écosystèmes. Chez les charançons, par exemple, on a des groupes, c'est des pollinisateurs de plantes d'intérêt agronomique, d'autres, c'est des ravageurs. Et d'autres encore, c'est des organismes qui sont utilisés en lutte biologique pour contrôler les plantes envahissantes. Et donc là, c'est ce qui se passe avec le Flictinus. Tu avais identifié différentes espèces dans le genre Flictinus. Est-ce qu'il y avait des conséquences biologiques? Ah oui, justement, très bon exemple, complètement. En fait, en gros, donc Flictinus, on a à peu près 10 espèces. À la base, on pensait qu'il n'y en avait qu'une. Donc notre travail, 10 espèces, tu vois. Et dans ces 10 espèces, il n'y en a que 2 qui posent problème, dans la vigne et en arboriculture. En fait, les insectes, c'est des charançons qui montent la nuit dans les arbres et qui mangent les fleurs, les fruits, les feuilles. Il ne reste plus rien. Et en fait, ces 2 espèces-là, elles ont des phénologies, des écologies différentes. Elles ne vivent pas exactement au même endroit, elles ne sont pas exactement sur les mêmes plantes. Donc en fait, il y a une période où on utilisait des pesticides, on sprayait tout. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Et maintenant, on a un peu déverrouillé le truc, tu vois. Maintenant, on sait que certaines espèces elles résistent à certains produits ou à certaines méthodes de lutte biologique et d'autres pas. Donc ça a vraiment, ça faisait 100 ans quand même qu'ils essayaient de lutter contre ce ravageur. Là, on est en train de tout repenser. On refait complètement différemment. Mais donc vous utilisez différentes techniques de lutte contre les différentes espèces? Exactement, on ajuste en fonction des espèces. Il faut savoir que si on identifie mal les espèces à ce stade-là, des fois il y a des régions entières où il y a des seuils d'alerte où on spraye tout de pesticides pour rien. Juste parce que c'était mal identifié à la base. Voilà, donc ça, c'est peut-être le plus important d'un point de vue social dans notre travail. C'est plutôt très important alors. Et toi, du coup, tu es devenu un peu expert là-dedans, j'imagine. Est-ce que des fois, tu es appelé pour donner ton expertise Oui, ça m'arrive. Je ne suis pas le seul au monde. Hein. Dans les charançons, il y a plein d'experts de plein de différents groupes. Mais dans ce groupe-là, les Flictinus, par exemple, je suis expert. Ça ne se fait pas tout seul, hein, ça prend du temps. Il m'a fallu 10 ans pour devenir expert de ce groupe-là. Et derrière, oui, le mois dernier, il y a l'Union européenne qui m'a appelé pour donner mon avis, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire avec cette espèce. Est-ce qu'on accepte encore d'acheter des pommes d'Afrique du Sud qui contiennent cet insecte, parce qu'on a peur qu'ils s'établissent. Donc, ils ont besoin de savoir exactement cette espèce, laquelle c'est, comment elle vit, pour lutter contre et pour éviter que ça arrive en Europe. Donc on sert à ça aussi.
Ok. Voilà. Est-ce qu'on continue, ça te dit? Oui, juste j'ai une dernière question. Est-ce que c'est possible d'y répondre autour d'un thé? Ah bah oui, allez, c'est une bonne idée ça. Bon ben voilà, hein, petite présentation de mon métier. Donc j'avais une dernière question, c'était quel conseil tu pourrais donner à des étudiants comme moi qui s'intéressent à l'écologie ou qui voudraient travailler dans ce domaine? Bah pour ceux que ça intéresse, il y a un truc qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est un métier qui est un peu en voie de disparition. On est de moins en moins à faire ça. Ok. La majorité de mes collègues, ils ont plus de 60 ou 70 ans. Mais que par contre, ici, on est encore beaucoup à le faire. Ok. Et on accueille des étudiants. Et que s'il y a des gens que ça intéresse, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir nous voir. Nous, nos collections, elles sont ouvertes aux volontaires. Ils peuvent venir travailler dans les collections pour voir comment c'est, pour essayer, voir si ça leur plaît. Et généralement, c'est comme ça que les gens découvrent leur vocation et deviennent des entomologistes. Donc là, il y a des étudiants de l'université qui peuvent venir travailler en bénévolat ici, vous aider. De Supagro, on en a une dizaine par an à peu près. Ok. Il y en a après, ça leur a plu tellement plu qu'ils sont continués par des stages. Et puis il y en a certains, ils sont en thèse maintenant. Voilà. Ah bah c'est super comme approche, comme ça vous avez directement un lien des jeunes avec les étudiants. Ouais. Puis nous, ça nous fait plaisir de voir qu'il y a plein de jeunes passionnés comme nous, on l'a tous été en fait dans ce métier-là. Donc c'est cool. Bon bah merci beaucoup Julien. Avec plaisir. Hop. À une prochaine j'espère. Et puis je te souhaite très bonne continuation et plein de belles choses. Merci à toi pour toutes tes questions et ta visite. La dernière fois, j'ai rencontré Olivier Ray de l'IHPE qui nous a parlé des trématodes et de l'ADNE. Alors si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez la retrouver juste ici. Et sinon, j'espère que celle-ci vous a plu, je vous fais plein de bisous et à bientôt avec Mine de Science.